la vie économique et donc la vie tout court de tous les Algériens au final. Donc couper le cordon de la rente, c'est aussi arrêter de donner un plein pouvoir total de vie et de mort économique aux décideurs publics sur tous les Algériens. Voilà. Donc tant qu'on sera sur un modèle rentier, la corruption sera inévitable. Elle sera inévitable parce qu'on aura toujours un décideur public qui va distribuer de l'argent, pour le dire de manière prosaïque, aux opérateurs économiques et au final aux citoyens. Donc changer de modèle économique, parce que finalement, l'argent, lorsqu'il est là, il faut bien le gérer, il faut bien l'allouer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voulez dire que le secteur public doit avoir moins d'emprise dans le tissu économique? Aujourd'hui, c'est lui qui tire toute la croissance, soit à travers les hydrocarbures directement, soit à travers le BTP. Donc en fait, c'est tiré par la commande publique. Et donc forcément, et c'est là où on va retrouver le plus de corruption avec des grands groupes BTP qui sont soupçonnés de corruption. Mais bon, il suffira d'être dans la rue le résultat des travaux, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour revenir donc à votre dernière question, ce qui est important, c'est d'éviter la chasse aux sorcières. Parce que c'est vrai qu'il y a des faits de corruption qui sont connus, qui ont été révélés, etc. Après, quel est le fond des choses? Comme vous l'avez dit, vous avez cité l'affaire Khalifa. Très souvent, ce n'est pas nécessairement la vraie raison, ce n'est pas nécessairement le crime qui a été commis qui est la raison de retrouver la justice se mêler, mais c'est plutôt de régler des comptes. Et donc la proposition faite par le maître Mouqaran Aït-Larbi, moi j'ai envie de dire, oui, il faut juger les criminels, mais aujourd'hui, on ne fait pas confiance en la justice. Elle n'est pas indépendante. Elle est instrumentalisée. Donc, juger des gens aujourd'hui, c'est très dangereux. Surtout que, et le pire, ce serait d'arriver à une chasse aux sorcières. On peut incriminer n'importe qui nous plaît pas. Ça peut être un truc très basique, une personne, on entend, il y a un peu d'hystérie. Mon chef qui ne m'a pas donné une augmentation ou là une promotion, je vais dire qu'il est corrompu. Ça va être des règlements de compte. Ça peut virer au règlement de compte, sachant qu'on n'a pas une justice qui est aujourd'hui fiable et indépendante. Donc oui, pour juger les criminels, mais pas dans la période de transition dans laquelle on a. Il faudrait être sûr d'avoir des décideurs politiques qui soient légitimes, représentatifs du peuple, qui aient les contre-pouvoirs nécessaires pour s'assurer que la justice ne sera pas un instrument pour régler des comptes. Oui, mais cet appel de ce juriste, qui est célèbre du reste, ce n'est pas aussi une manière de dire au procureur général prenez votre responsabilité, aujourd'hui il faut plus répondre au téléphone. Enfin, c'est une façon en fait de dire il faut que la justice soit plus proactive et joue son rôle dans cette crise. Moi, je pense que, si vous permettez, le message de Maître Mouqaran Aït-Larbi, il est lié à un aspect très conjoncturel et il voulait tirer une sonnette d'alarme sur une situation très conjoncturelle. C'est que dans cette situation de flou, d'absence, je dirais, ou quasi-vacance du pouvoir, il y a beaucoup de gens qui vont essayer effectivement de faire des opérations de blanchiment, de transfert, etc. Donc sur le très court terme, il faut une très grande vigilance là-dessus. Je crois que le gros de son message est là. Ensuite, et ce que Mabrouk vient de dire, il ne faut pas non plus généraliser et considérer que toute une couche de la population est coupable de détournement. Donc il faut travailler sur des cas avérés. Et la justice doit s'autosaisir, selon la loi, sur les cas avérés où il y a une suspicion pertinente et prouvée. Mais derrière, si vous voulez, l'enjeu de la transition au sens de passage de cette forme de gouvernance à une nouvelle forme de gouvernance, donc pour fonder une nouvelle république, va nécessiter un devoir d'inventaire. Il faudra faire l'inventaire. Un bilan de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut faire l'inventaire. Si on parle de fonctionnement des marchés publics, de la commande, il faut qu'on fasse l'inventaire. Pour parler terre à terre, où est passé l'argent, tout simplement. Donc sur un certain nombre, quelles sont les pratiques qui sont mises en place, pourquoi des gens ont des passe-droits,
quels sont les mécanismes au niveau national et local. Est-ce que ce n'est pas trop tard, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, enfin, pour dire simple, on est en train de produire de l'argent pour pouvoir combler le Les révolutions déficit. ont toujours lieu quand il n'y a pas d'argent. Ça, on n'y peut rien. C'est l'histoire. Oui. Il n'y a pas de révolution en période de richesse. Hein. Maître Quand on Bourayou. dit que la corruption est endémique et elle est systémique, il faut en tirer les conclusions. On va mettre en œuvre la procédure d'empêchement de l'article 102. Est-ce qu'on doit s'arrêter là ou dire qui a produit des certificats médicaux qui ne sont pas conformes à la vérité? Cette question se pose. Personne ne la pose. Et c'est dramatique que nous ne puissions pas avoir le certificat de santé qui a été donné au président de la République. Vous mettez ça sur la même piédestal qu'un acte de corruption, Maître Bien sûr. Bourayou. Tout dérèglement de l'institution est une forme de corruption. Parce que la corruption doit être encadrée par le droit. Comment on peut savoir aujourd'hui qu'il y a un état d'empêchement et on n'a pas une idée sur le certificat médical du président de la République? Sur la corruption. Qui est qui? Qui va juger qui? La corruption est endémique. Donc vous considérez que cet appel n'a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu à mon aujourd'hui avis, de réagir? il y a de grosses affaires. Je vous donne un ou deux. Sans citer de nom, hein, ça c'est clair. L'ancien ministre de l'Industrie a enlevé des marques à quelqu'un, les a données à quelqu'un d'autre. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est une forme d'organisation? Une forme de spoliation d'un grand industriel qui a commencé le premier à ramener des voitures, c'est M. Achaïbou, au profit d'autres, qui n'avaient aucune expérience en la matière. Est-ce que ce sont des choses qui ont été, des faits qui ont été avérés, qui ont été vérifiés, étant donné que ces personnes-là ne sont pas jugées, les Algériens qui sommes nous, hein, permettez-moi, Maître Khaled Bourayou, les Algériens qui sont nous, nous spéculons énormément, il y a une situation de fantasme accentuée. Je vous donne la réponse. Par le fait du manque de transparence. Je vous donne la réponse. Allez-y. Dans les pays développés, celui qui dénonce la corruption a une remise de peine. Dans notre pays, celui qui dénonce la corruption est puni, est poursuivi. Vous savez ça, dans quelle mesure est-ce qu'il est puni? Est-ce que vous pouvez expliquer pour Parce qu'il n'avait pas dénoncé. Aujourd'hui, une gestion faite par la ministre. J'ai eu à plaider l'une des premières affaires en 1995, parce que je suis toujours l'avocat de Ouattara. On a parlé, rappelez-vous, des scanners. Le journaliste a été poursuivi. Et le journaliste aurait dû être ici. Donc, c'est le système judiciaire lui-même qui favorise, couvre la corruption. Alors que c'est le système judiciaire lui-même qui doit la combattre. Vous parlez des lanceurs d'alerte, entre autres. Aujourd'hui, les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés par la loi, alors que j'ignore si on peut faire un benchmark avec d'autres pays où, à contrario, les lanceurs d'alerte sont une possibilité de réduire en fait le phénomène de corruption. C'est bien ça. C'est un élément clé je dirais, des réglementations et des lois de nouvelle génération. Donc, comme depuis 20 ans, mais c'est de nouvelles générations dans les pays développés, d'une manière générale, mais aussi dans certains pays en voie de développement, en Afrique notamment, où la protection du lanceur d'alerte est un élément, un des piliers des lois sur la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une situation où nous sommes passés d'un extrême à l'autre, il faut dire la vérité. Il y a 20 ans de ça, la moindre lettre anonyme amenait un directeur général d'entreprise en prison. C'était abusif et anormal, je dirais. Et maintenant, il suffit que le syndicat d'entreprise ne s'entende pas avec leur patron. La gendarmerie débarque et arrête les gens. C'était vraiment abusif. On était dans un abus de droit et d'atteinte aux libertés. Maintenant, on est dans l'autre extrême. C'est-à-dire que vous pouvez carrément avoir des preuves à l'appui de tout ça, mais comme on disait tout à l'heure, parce que l'appareil judiciaire ne fonctionne pas correctement, tout cela peut se retourner contre
contre le lanceur d'alerte. Et la question clé est la protection. Parce que justement, si vous prenez dans n'importe quel, pour parler de benchmark dans d'autres pays, la lettre anonyme n'est plus acceptée. Il faut que le lanceur d'alerte se déclare. Mais il se déclare à la justice, c'est-à-dire qu'il est protégé, il est anonymisé, et il n'est pas jeté en pâture, je dirais, dans le public, il est protégé. Mais la justice sait qui a déclenché l'opération, parce qu'il faut qu'il soit crédible, etc. Donc, actuellement, en Algérie, on a un recul, en fait, sur cet aspect-là. Khaled Bourayoun. Le problème, à mon avis, ce n'est pas uniquement des instruments de veille. C'est la conception de la norme juridique. Si on avait demandé au président de la République de chaque mois de donner son certificat médical, on ne serait pas arrivé là. Nous sommes le seul pays qui a le plus de lois, mais c'est des lois laconiques, c'est des lois vides. Une loi qui ne précise pas la responsabilité permet au procureur de donner la qualification qu'il veut. Donc il faut que la norme juridique soit précise, claire, contraignante et applicable. Or ça, on n'a pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des salariés d'une entreprise qui savent très bien que le marché qui vient de passer a fait l'objet de corruption ou de passation ne vont pas ni déclarer, ni aller alerter les pouvoirs publics. Il y a un problème de confiance, en fait, de perte de confiance dans les institutions qui est flagrant finalement et qui n'aide pas finalement à ce que les gens puissent... parce que finalement, ils ne sont pas tous corrompus. Quand on vous entend parler, on a un petit peu l'impression qu'on l'est tous, mais réellement, les gens qui ne le sont pas sont persuadés aujourd'hui que la corruption est au-dessus de tout. Demain, si l'on devait être optimiste pendant juste 10 minutes, puisque c'est à peu près le temps qui nous reste pour finir le débat, est-ce qu'on peut dire aux Algériens si le système de corruption disparaît, eh bien les personnes impliquées disparaissent, eh bien la corruption disparaîtra. Est-ce que c'est possible ou pas ? En tout cas, elle sera grandement diminuée et elle sera plus systémique, en fait. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Une des premières problématiques, c'est évidemment la législation qui n'est jamais aboutie, qui donne un pouvoir discrétionnaire énorme à certains agents publics. Chacun interprète à sa manière et donc à partir de là, c'est la porte ouverte aux abus et à la corruption. Donc nettoyer tout cela est primordial, simplifier, nettoyer. Ce qu'avait publié Nabni, donc plusieurs reprises, on avait fait des propositions en termes d'amélioration de la gouvernance publique. C'est d'abord la transparence de l'État, c'est de publier des comptes. On vient de sortir très récemment, donc la semaine dernière, Nabni a lancé une série de papiers, donc ce qu'on appelle les chantiers de la refondation. On va s'intéresser à comment s'assurer que la transition démocratique se passe dans le mieux possible et surtout faire en sorte que la société civile puisse peser de son poids. Oui. Une des mesures qui pourrait être mise en œuvre rapidement, plutôt que d'aller essayer de punir ou de trouver des corrompus ou des gens qui sont en train d'accélérer la prédation aujourd'hui, mieux vaut arrêter l'hémorragie et obliger notamment la Banque centrale, le Trésor public à publier des états de manière hebdomadaire afin que l'opinion publique, afin que les experts puissent alerter si besoin est. Et on sait qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc c'est ça, c'est surtout d'abord juguler plutôt que d'essayer d'attaquer des criminels, on ne sait pas qui c'est, de quelle manière ils vont être jugés, etc. Ça risque de créer une pagaille monstre. Je pense que ce n'est pas ça l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en place des outils qui permettent de calmer les choses et d'avoir plus de visibilité. Donc, une transparence, c'est indispensable. La justice... Il y a forcément des mesures à prendre, mais elles prendront peut-être un peu plus de temps, notamment s'assurer que l'indépendance des juges, s'assurer que ce n'est pas une justice au téléphone. Donc, en tout cas, nous allons continuer à publier un certain nombre de mesures qu'on est en train de débattre avec les citoyens. Mais pour moi, aujourd'hui,
l'urgence, c'est d'assurer de la transparence pour s'assurer que la dérive soit contenue. Donc, faire des exemples, on va dire, à exposer devant la population, ce n'est pas... Pour vous, Ali Harbi, est-ce que c'est on va dire la mesure numéro 1 à envisager pour que demain, la corruption ne continue pas à perdurer? Non, je ne pense pas que mettre des gens sur l'échafaud soit productif. Surtout que, Mabrouk l'avait souligné tout à l'heure, il y a quand même une dimension liée au système économique lui-même. Donc ça veut dire que demain, on peut raser une dizaine de têtes ou couper une dizaine de têtes aujourd'hui, mais si demain le pétrole remonte et qu'on se retrouve sur les mêmes pratiques de distribution de la rente, on va régénérer une autre dizaine ou une centaine de prédateurs, d'oligarques prédateurs. Donc en fait, ce qu'il faut changer, c'est le système. Et je crois que derrière cela, j'avais parlé tout à l'heure de devoir d'inventaire. Au lieu de s'attaquer à des personnes, mais il faut faire un inventaire parce que le peuple algérien a droit à la vérité. Vous avez parlé tout à l'heure de fantasme. C'est vrai qu'il faut sortir du cadre du fantasme, de la spéculation, de la suspicion généralisée. Et c'est pour cela qu'il faut dire que voilà, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dilapidé, détourné, qu'est-ce qui a été transféré à l'étranger. Il faut dire la vérité. Les grands dossiers qui aujourd'hui font les discussions un peu partout, il faut les solder. L'autoroute Est-Ouest, d'autres. Il faut solder ces dossiers-là, il faut pas les... Ils sont ouverts. Qui peut aujourd'hui... J'arrive, si vous permettez justement. Aujourd'hui, il y a 4 types de mesures clés. Si on ne les prend pas... La première, c'est le niveau politique. Tout à l'heure, on parlait de confiance. Si on n'a pas une nouvelle génération de dirigeants politiques qui remet de la confiance dans le circuit, donc de par leur qualité intrinsèque, leur personnalité et leur vision politique, c'est le niveau politique. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde est dans la rue? Parce qu'on ne fait plus confiance à cette élite dirigeante, y compris la classe politique. Ils sont affectés. Et les dirigeants sont affectés du plus haut niveau de la présidence jusqu'au président d'APC. On ne fait confiance à personne. Donc il faut une nouvelle génération, il faut renouveler le personnel politique. Deuxième aspect, il est institutionnel et légal. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on a une Assemblée nationale qui n'a jamais abordé en discussion comme ça, libre, le sujet de la corruption. Il faut que les institutions soient là. Il faut qu'on ait un organisme indépendant de surveillance de la corruption. Qu'elles épousent leurs responsabilités constitutionnelles, ne serait-ce que cela. Absolument. Et bien sûr, la refonte du cadre légal et réglementaire. Ensuite, il faut arriver aussi au niveau entreprise, au niveau purement économique. La corruption est une perte de valeur pour l'entreprise, est un risque, que ce soit pour le corrupteur ou le corrompu. Et donc, il faut mettre en place aussi des règles de gouvernance d'entreprise. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a des grandes entreprises, publiques ou privées, qui fonctionnent dans l'opacité totale. On parlait tout à l'heure de transparence. Il faut imposer de la transparence, mais il faut aussi imposer du contrôle interne. À travers les conseils d'administration, à travers des procédures. Il faut qu'il y ait un contrôle interne pour que, justement, on puisse freiner, à l'intérieur même de l'entreprise déjà, la tendance de certains à vouloir s'inscrire dans le dernier point, il est social, si vous voulez. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une chose, vous avez dit, est-ce que les gens, finalement, sont prédisposés à entrer... Non, les gens ne sont pas prédisposés à être corrompus ou à accepter cette corruption, mais à un moment donné, ils se sont tus. L'Algérien s'est tu pendant 20 ans. Aujourd'hui, il ne veut plus se taire. Donc ça veut dire que le comportement des gens doit changer. Ce sera mon dernier point. Il faut vraiment que les gens, maintenant, quand ils voient quelque chose d'anormal, il faut qu'ils le disent. Et derrière, il faut qu'il y ait des numéros d'appel, il faut qu'il y ait des organismes indépendants de signalement, etc. Il faut qu'ils soient protégés derrière, bien sûr. Et bien sûr. Maître Al-Bouraïm. Moi, je considère premièrement que tant qu'on a la volonté politique, tout est possible. Mais croire que la corruption va être combattue et vaincue dans les 6 mois, dans les années prochaines, je ne pense pas. Tout à fait d'accord avec mon ami. L'affaire de la corruption est une affaire, non pas de la justice, mais de toute la société. Parce que la corruption, qui est un détournement des biens, touche les biens de la collectivité nationale. Ne touche pas les affaires d'une famille, mais les biens de la collectivité nationale. Donc, transparence, une norme précise, ça c'est important. À mon avis, un suivi permanent et surtout la conscience que celui qui gère le bien de la collectivité
doit en rendre compte parce que la corruption est un appauvrissement de la société. Faut-il faire des exemples, Maître Bourayou? Faut-il mettre, voilà, comme disait Ali Harbi, mettre sur le bûcher un certain nombre d'acteurs qui ont été réputés politiquement très connectés et donc ayant corrompu ou ayant été corrupteurs? Est-ce qu'il faut faire aujourd'hui des exemples pour que demain la chose ne se reproduise pas, ou bien est-ce que c'est une démarche contre-productive? Nous avons une réponse. Il y a aujourd'hui, depuis un mois, un mouvement extraordinaire qui pourrait être considéré comme un mouvement révolutionnaire parce qu'il vise à changer des institutions, parce qu'il sait que la corruption c'est elle qui a généré ces institutions ou les a bloquées. Un grand philosophe, Bachelard, disait la connaissance c'est la somme de toutes les erreurs corrigées. Qu'on corrige nos erreurs, qu'on ne fasse pas les mêmes bêtises. Et je peux vous dire une chose, il faut, à mon avis, 3 ou 4 axes qui sont importants dans le fonctionnement des institutions. La liberté, d'abord. Parce que la liberté d'entreprendre. Je ne vois pas pourquoi on interdit à quelqu'un de réaliser une entreprise. Les droits fondamentaux, qui, eux, garantissent la dignité humaine et garantissent la position du citoyen. Et le citoyen a un droit de regard sur le fonctionnement de l'institution. Et nous avons la justice sociale. Que le revenu national ne soit pas le produit de 5 ou 6 personnes. Le revenu national doit être servi à toute la population, dans l'équité. Donc, il faut un esprit nouveau. Est-ce que cet esprit-là, aujourd'hui, si on devait revenir à la Constitution, puisque la Constitution fait débat en ce moment, est-ce que ces aspects-là apparaissent dans la Constitution et ne sont juste pas considérés, respectés, appliqués? Ou bien est-ce que l'on doit créer un texte constitutif de l'État qui va être à même d'inscrire les fondements que vous venez de citer? Quand on dit le droit, la liberté d'entreprise, cela veut dire que quelqu'un peut investir n'importe où. Pourquoi on interdit de le faire? Mais ça, c'est quelque chose qui existe. Hein. Nos lois le permettent aujourd'hui, hein, oui. On est d'accord. Voilà. Donc, la liberté d'entreprise, la liberté de circuler, la liberté d'accumuler, tout ça, c'est des libertés qui doivent être garanties aux citoyens. Et aujourd'hui, le citoyen a un rôle de contrôle sur la société. La presse, 25 ans, on a pratiquement condamné la presse. Et ceux qui sont venus aujourd'hui dénoncer, c'est la presse. Rappelez-vous des procès d'Omar Belouchat, etc. Et pour terminer, je vais vous raconter la dernière. Rapidement. Quand un procureur demande à un journaliste, vous devez dire la vérité, le journaliste n'est pas un prophète. La vérité, elle est divine. Mais que la justice fonctionne normalement. Un dernier mot justement à ce sujet-là, puisque c'était la dernière question. Le rôle de la société civile, le rôle des médias également sont importants. Est-ce que... on ne va pas parler des médias, puisque vous venez d'en parler, Maître Bourayou, et je vais me sentir visée fatalement. On va parler de la société civile. Aujourd'hui, si on sait que Nebni a commencé le débat avec la société civile déjà bien avant cette crise politique, bien avant le 22, et des agoras sont organisées en ce moment d'ailleurs. On peut le voir sur le site et la page Facebook de Nebni. Les gens peuvent s'associer à vos discussions, à vos réflexions. Aujourd'hui, quel rôle peut jouer la société civile pour contrer la corruption? Le rôle de la société civile est extrêmement important, et c'est parce qu'il a été totalement bridé qu'on en arrive à l'état de fait dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc il faut absolument que le mouvement populaire qui existe aujourd'hui, la mobilisation, conduise à la mise en place de contre-pouvoirs de la société civile, donc les libertés individuelles et collectives qui étaient évoquées, notamment l'ouverture à des syndicats qui soient libres, qui soient vraiment représentatifs des travailleurs, à des associations. C'est pratiquement impossible de se constituer en association avec la nouvelle loi de 2012. Déjà, c'était difficile dans le passé, c'est devenu pratiquement impossible. On a essayé, nous, en tant que Nebni, juste pour l'anecdote, de se constituer. On a mis 3 ans et puis on a fini par abandonner tellement c'était
impossible d'y arriver. D'être association. Oui, d'avoir un statut d'association et de pouvoir fonctionner normalement. Donc, mise en place de contre-pouvoirs, comme ça on n'a pas besoin. Les lanceurs d'alerte c'est bien, mais avoir des organisations, donc des citoyens qui soient organisés pour pouvoir peser sur la décision, pouvoir contrôler les décisions, c'est beaucoup plus efficient. C'est ce cas d'organisation qui a fait défaut pendant toutes ces années-là. Absolument. On n'en veut pas. C'est-à-dire que l'État, le système, on l'appelle comme on le veut, le pouvoir politique n'a jamais voulu. C'est indispensable. Il faut que le mouvement Hada, cette mobilisation permette d'arracher ces droits, de se les réapproprier. Parfois, on les a eus donc, dans une petite courte période. Après 88, ça a disparu avec la décennie noire. Et ça a été encore plus plombé donc, les dernières années. Donc ce point est extrêmement important. Donc Nabni avait publié il y a quelques années un manifeste pour un état de droit. En fait, droit, c'est D-R-O-I-T-I-S, avec chaque lettre voulait dire quelque chose. D pour détacher de la rente, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est important. R pour redevabilité, l'État doit être redevable. Donc ça permettrait de disqualifier des hauts fonctionnaires ou des responsables publics s'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont payés. Le O et le I, c'était pour ouvert et inclusif, c'est-à-dire que l'État ou les institutions de l'État ne prennent pas des décisions sans prendre en considération la société civile, les experts nationaux, les avocats, les gens qui ont quelque chose à dire. T pour transparence. Transparence, ça commence en amont avec déjà publier les projets de loi avant qu'ils soient débattus ou pendant qu'ils sont débattus afin que la société civile, le citoyen, l'opinion publique puissent soient au courant, parce qu'à la fin on obtient des lois qui sont en général jamais applicables correctement. Il y a des angles morts, il y a des choses tordues, etc. En fait, exactement. Souvent des lois qui ne peuvent même pas être appliquées. Qui sont ils sont pas dans l'intérêt pour l'intérêt général au final. La transparence, c'est aussi la publication des comptes. J'en ai parlé tout à l'heure pour le Trésor public, la Banque centrale, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive, mais c'est aussi publier des contrats publics importants, par exemple, pour savoir à qui a été attribué, pourquoi ça a été attribué. Ça réduirait beaucoup la corruption. Il y a même les crédits bancaires importants où il y a un engagement de l'État devrait être aussi accessible. Et diffusé. Exactement. Enfin, la dernière lettre, c'était le S pour stratège, c'est-à-dire que l'État fasse moins, mais qu'il ait plus un rôle de régulateur et de s'assurer que l'économie fonctionne bien. Voilà. Et tous ces principes, idéalement, il faudrait les retrouver dans cette future constitution qu'on espère, qui correspondra aux attentes de notre peuple. De la population. Le dernier mot est pour vous, Ali Harbi. Oui, moi je pense que sur le chantier de la Constitution, qui est un outil dynamique, c'est vrai qu'il faut stabiliser des constitutions sur des périodes longues, mais ça reste quand même quelque chose de dynamique. Il faut qu'on tire les leçons, c'est pour ça qu'on a besoin de débats en profondeur dans la société, ne pas se précipiter sur un chantier de Constitution juste comme ça pour faire du rafistolage, sur qu'est-ce qui a vraiment coincé depuis 62 en réalité, parce qu'il y a des problématiques qui sont apparues d'une manière aiguë pendant les 20 dernières années, mais en fait dans les éléments constitutifs, comme on sait, très longtemps. Un des éléments, si on devait en parler, il est lié à l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, on a vraiment une faille majeure de notre système de gouvernance, qui est l'indépendance de la justice, et c'est là où, à l'échelle de la Constitution même, il y a des ajustements à faire. Le deuxième aspect, il est lié à la dimension toute la dimension des libertés, parce que jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de liberté, mais il y a des verrous qui sont manquants, qui sont ouverts, je dirais, qu'il faut resserrer pour qu'on puisse s'assurer réellement d'une pratique des libertés individuelles et collectives. Je crois que ça va être un chantier très sérieux sur la période qui vient. Et c'est sûrement un débat que nous reprendrons certainement. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, si ça vous dérange pas. Le dernier mot est pour vous. Allez-y, Khaled Bourayou. La presse a joué un rôle très important dans le pays. Quand même, elle a été sanctionnée, réprimée, mais elle avait un rôle social extraordinaire. Quand un citoyen était brimé, il pouvait aller à l'Ouatan, il pouvait aller à la Liberté, exposer son problème. Chose que la presse, malheureusement, qui est dynamique, du secteur public n'a pas pu le faire. Voici le rôle de la presse qui est passé inaperçu. Il faut que les institutions
puisse permettre aux citoyens de s'exprimer. Il faut que l'administration donne les informations sur la gestion de la chose publique. Et à mon avis, c'est comme ça que nous pourrons faire avancer les choses. Quant à la Constitution, nous sommes le seul pays à avoir, en 15 ans, 4 constitutions. Le problème de nos constitutions, c'est qu'on ne les respecte pas. Le problème de nos constitutions, c'est qu'on en fait un apparat. Et bien aujourd'hui, il faut aller vers un système de vérité. Que chacun puisse retrouver sa place. Et on a géré le pays par l'imposture. Rappelez-vous quand on disait que le président était bien. Je terminerai jusque-là, mais... Merci à vous, Khaled Bourayou. On termine sur la note de la transparence et de la vérité. On espère qu'en tout cas, dans le cadre de cette émission, l'on puisse à chaque fois dire la vérité. Peut-être pas toujours toute la vérité, mais dire la vérité aux Algériens. Je rappelle que j'ai eu plaisir d'avoir avec moi ce soir M. Ali Harbi, spécialiste en gouvernance d'entreprise. Maître Khaled Bourayou, merci d'avoir été des nôtres. Et merci à vous, Mabrouk Aïb, membre du collectif de réflexion Nebni. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle thématique économique liée à l'actualité. Et pour revoir cette émission, rendez-vous demain sur notre chaîne entre 11h et midi. Sinon, comme d'habitude, le replay sur la chaîne YouTube, il sera en principe sur la chaîne YouTube de l'émission à partir de demain après-midi. Très bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Sport Week-end, c'est l'agenda sportif de fin de semaine. Chaque jeudi, je vous donnerai le programme de la fin de semaine pour vos rendez-vous footballistiques, mais aussi l'omnisport. Jeudi à 19h30, c'est sur Canal Algérie. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir l'une des doyennes des artistes peintres en Algérie, mais indépendamment de son immense talent et de son long parcours artistique. C'est surtout une grande dame, une dame courageuse, généreuse et surtout très très attachante. Nous allons essayer de la découvrir ce soir ou de la redécouvrir pour ceux qui la connaissent déjà à travers cette émission. Madame Souhila Belbahar, bonsoir. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Moi aussi, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Je voudrais commencer par une question qui dérange d'habitude les femmes. Je sais qu'on n'a pas le droit de demander l'âge d'une femme, mais je sais qu'à partir d'un certain âge, vous m'aviez dit que c'était vraiment pas important. Et par contre, ça l'est pour moi. Alors, si je devais connaître votre âge, c'est combien, madame? C'est 58 ans à l'envers. 58 ans à l'envers, c'est très bien dit et c'est plutôt une façon sympathique de dire son âge. Je vous pose cette question parce qu'il est important pour moi et pour les téléspectateurs de savoir que même à cet âge-là, vous continuez à travailler, à produire, à peindre, vous êtes souvent dans votre atelier. C'est quoi la peinture pour vous? Eh ben, ma peinture, c'est une raison d'être, d'exister. Et je ne peins pas comme les beaux jours que j'ai vécus,
Mais à mon âge, je me fais une loi de continuer de travailler parce que ça maintient d'abord mon esprit en alerte. Il est toujours disponible. Et puis, ça me plaît beaucoup. Ça fait partie de mon quotidien. Donc, j'arrêterai de peindre peut-être, Inch'Allah, plus tard. Inch'Allah. En tout cas, le plus tard possible. Le plus tard possible, exactement. Alors, vous m'aviez dit, à la fin de notre rencontre, pour préparer cette émission, quelque chose de formidable. Vous m'aviez dit, il n'y a pas de réussite facile, comme il n'y a pas d'échec définitif. C'est vrai. C'est votre devise dans la vie? C'est ma devise parce que je ne pensais pas que j'allais vivre longtemps. Parce que là, je vous avoue que je suis en train de vivre un bonus, un privilège. Oui. Et ce privilège divin m'a permis de faire la part des choses, à faire une analyse de mon parcours. Pourquoi peindre? Pourquoi arriver à ce niveau? Pourquoi que je suis en face de vous? Là, c'est des questions. Et là, je trouve que c'est un privilège. Alhamdoulilah, le Dieu m'a donné un don. Je ne l'ai pas gaspillé. Et j'espère l'entretenir. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous m'aviez dit également quelque chose d'extraordinaire. Vous m'aviez dit que derrière chaque artiste, il y avait un combat. Et c'est ce combat que nous allons essayer de découvrir ce soir à travers cette discussion, Inch'Allah, qui sera sympathique avec vous, et aussi à travers votre programme. Et vous avez choisi de démarrer l'émission avec une chanson d'un grand maître algérien. Il s'agit en l'occurrence du grand Al-Hajj Rabah Driassa. On l'écoute. واهلا بالاحباب في هذا السهره وسهره جمعه خاوتي مثل النوار ورده بيضاء مقابله ورده حمراء وردة بيضاء مقابلة وردة حمراء وجنة خضراء فاتحة في غال صغار زهر ملون فوق ذا الأرض الحرة وموطننا ندى وليداته الأحرار وانتي يا ديتي لحنا وحبيبك مقواها صابر لمر الله يداوي ما احنا بمحنا وفراقك فناها وحبيت انتو باش نغنى ونتوحد لله والتوبة وعلى انتوب على كل محنا غير عليك بعيدة وانا مالي بها وحبيبك مقواها وسمحتي فيا الكبيدة وجفيتيها لها نبغيك تكوني سعيدة وانا لي الله نصبر لولا الله وانا نحلف يا الوحيدة حبك ما ننساها وحبيت نتوب باش نغنى ونتوحد لله والتوبة وعلى أنتوب على كل محنا غير عليك وحلفتي بالله ويا خوفي الله قلبك هو كان شاهد وتمثل وعناها عندي فيك مية حاسد والحاسد مكسى
Alors, un mot sur Al-Hajj Rabah Driassa, Madame Belbahar. Rabah Driassa a marqué son époque. Ouais. Ses textes sont bien dits. Il y a une tendresse, il y a une très bonne recherche humaine et sa voix aussi, elle est magnifique. Moi, j'ai toujours, nous, dans notre milieu familial, le numéro 1, c'était Rabah Driassa. Très bien. Oui. Alors, il y a aussi une autre raison hein, qu'on découvrira dans un moment. Mais avant cela, je voudrais parler de ce livre. Hein. Je ne sais pas si, voilà, si on peut le voir à l'image. Alors, c'est un livre qui retrace un peu le parcours de Madame Souhila Belbahar et qui a été écrit grâce à votre fille. Et au musée des Beaux-Arts d'Alger. Oui, au musée des Beaux-Arts d'Alger. Du musée des Beaux-Arts d'Alger. Oui, alors. Et elle a travaillé conjointement avec la directrice. Et à la suite, à partir des écrits, puisque mon père, très tôt, m'a conseillé de mettre, d'écrire tout ce qui se passerait par rapport à ma peinture, même mes états d'âme. Oui. Oui, il a insisté, il m'a dit les difficultés, les états d'âme, tout ça, il faut tout noter en vrac. Il m'a dit, c'est pas la peine de faire des textes travaillés ou non. Oui. Tu mets tout et tu mets surtout la date. Donc je me suis retrouvée avec une caisse d'archives, des coupures de journaux, des notes par-ci par-là, sur n'importe quoi, sur des cahiers d'école. Et lorsqu'on a décidé de faire ce livre, j'en ai parlé à la directrice du musée. Elle m'a conseillé justement de dépouiller ces écrits. Oui. Et j'en ai parlé à ma fille. Elle venait de sortir de l'université. Elle a une licence en lettres. Ça m'a permis de la mettre à l'épreuve. Ah oui. Donc, elle s'est improvisée donc écrivaine. En tout cas, elle a travaillé avec acharnement pendant plus d'1 an. Sur, elle a eu du boulot. Sérieusement, c'était un boulot parce que j'étais pas organisée, donc les dates ils étaient épars, donc c'était pas facile à retracer. Et elle a mis tout son savoir, toutes ses connaissances en dépouillant mes archives. En tout cas, elle a fait de l'excellent travail. Dalila, c'est bien ça son nom? Oui, oui, c'est Dalila. Très bien. Oui. Dalila qu'on salue, qu'on espère recevoir un jour ici également. Alors, moi j'encourage ce genre d'initiative parce que j'estime que durant très longtemps, on a manqué de ça, on a manqué de cette culture, de laisser quelque chose. Et ce livre-là pourrait servir de référence aux jeunes générations qui voudraient se lancer dans la peinture. Alors on va revenir à vous. Je disais, Rabah Driassa, il avait quelque chose de commun avec vous puisque vous êtes né en 1934 à Blida, c'est bien ça, la ville des Roses. La ville des Roses. Blidi Yatassa. Alors, si je vous disais Blida? Ben, écoutez, Blida, c'est une ville d'abord magnifique par sa situation, la montagne, proximité de la mer, les oranges, les jasmins. Les jardins de Blida ont une réputation, très bonne réputation. Et les champs de Blida ont un petit penchant à la culture. Nous avons plusieurs chanteurs qui ont émergé à partir de Blida. Nous avons des peintres, nous avons nous avons Rabah Driassa qui peint et qui chante et qui écrit. C'est un monument. Et puis les jeunes générations, je n'ai pas tous les noms. Je pense que Nassima est blidienne, la chanteuse, je pense. En tout cas, moi j'ai aussi adoré le titre du livre. Il pleut des jasmins sur Alger. Donc on a Blida et Alger en même temps. Écoutez, moi, c'est qui a pensé à ce titre? Ma mère est algéroise. Donc je venais souvent à Alger. Et lorsque j'ai découvert le bois des Arcades, que je ne connaissais pas, je suis arrivée, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Le Maqam Shahid, il venait d'être inauguré. Tout était neuf, tout était beau. Et j'arrive dans ce jardin, en attendant les gens que je devais rencontrer. C'était très tôt. Les ouvriers déjà commençaient à arroser les jardins. C'était au printemps. Je me mets en face de la baie d'Alger. Et une fraction de seconde, il manquait qu'une pluie de jasmin.
c'est Ouais, c'est très magique beau. parce que C'est très beau. il est sur les hauteurs, Ouais. le bois des Arcades, il est sur les hauteurs et il a une vue panoramique sur le nord. La baie qui est connue mondialement, mondialement, par ouais. sa situation géographique. Et puis, c'est une vue qui ne sera jamais abîmée parce que d'en haut, on voit bien la baie d'Alger. Et là, j'étais éblouie, donc c'est resté. C'est pas la première fois que déjà une exposition à l'ouverture de Maqam Shahid, j'avais fait déjà une exposition dans une galerie où c'était Il pleut des jasmins sur Alger. Très bien. Parce qu'un tableau était représentait ce thème. Ouais. En tout cas, c'est Et un pour excellent... le livre, c'était... Je connais bien Exactement. Nous Exactement. sommes fiers de notre Alger et de notre algérianité. Surtout. Parce que nous avons le privilège d'être nés dans un pays magique, avec les 4 saisons dans la même journée. Ouais. Et là, j'apprécie énormément. Super. Alors, vous êtes d'un papa instruit, très tolérant, et vous m'aviez dit que vous aviez une mère sévère, parce que... Elle était il le sévère fallait. parce que quand même, elle avait 3 filles à Voilà, marier. il le fallait. À l'époque, c'était une charge. Hein. Oh, il y en avait qui avaient 6 ou 7. Oui, hein. oui. Donc, elle n'était pas encombrée. Oui. Mais embrasser une carrière artistique, c'était impossible. Pour une fille, c'était impossible. Parfois, il y avait des discussions avec mon père. Mon père, elle lui disait... Donc... mais mon père me disait toujours, c'est pour c'est pour la culturelle, elle est essentielle à l'individu pour qu'il devienne humain. Ouais. La logique humaine ne s'acquiert que lorsqu'on est cultivé. Ouais. Donc c'est comme ça. Il m'a jamais encouragé pour être peintre. Oui. Jamais. Oui. Mais il vous a encouragé pour vous épanouir dans ce que vous aimiez, Absolument. à savoir le dessin et la peinture. C'est une richesse. Et c'est un papa qui a compté pratiquement durant toute votre vie. Écoutez, je vais vous dire franchement, si j'avais eu un autre papa, vous seriez pas... je pense que je n'aurais pas embrassé cette carrière parce que c'était difficile dans notre époque d'être artiste. C'est péjoratif. Donc il vaut mieux pas. Voilà. Et heureusement qu'il était instruit et très ouvert d'esprit et sage, puisque vous m'aviez dit que dans la famille et ses amis aussi faisaient appel à lui pour c'était un conseiller. C'était un conseiller pour acheter des bijoux, acheter des biens immobiliers ou alors donner des conseils aux étudiants. Et il était très apprécié parce qu'il était tolérant. Voilà, c'était quelqu'un qui a su allier modernisme et authenticité. Surtout. Il tenait beaucoup à son algérianité. Il était moderne et en même temps, il attachait une grande importance aux traditions. Parce que ça faisait partie de notre identité. Tout à fait. On devait se faire remarquer par notre identité par rapport au colonialisme. Exactement. Voilà. Exactement. À l'école, ça se passait comment? Écoutez, à l'école, il y avait des classes petites filles et des classes petits garçons. On va dire, je n'étais pas une élève studieuse très tôt. J'étais un petit peu rebelle à l'école, mais finalement, ça s'est bien passé. J'étais suivie par mon père parce que j'étais. Parce qu'il était important pour lui que vous réussissiez dans vos études. Pour ses enfants, pour son fils. Il a mené jusqu'à. Il a obtenu des diplômes jusqu'à être presque le meilleur de la classe. Si bien il est même arrivé à aller aux États-Unis à la suite d'une bourse d'État de l'époque. Donc faire un stage aux États-Unis. Pour être algérien et être retenu, c'était vraiment quelque chose. Hein. Il fallait... Écoutez, mon père, justement, beaucoup de gens ont laissé leurs filles continuer leurs études. Par rapport à ce milieu, c'était un collectif très ouvert et très ouvert vers les écoles et la culture. Et le savoir. Nous avons eu Essia Djabbar, elle est native, elle n'est pas née à Blida, mais elle a étudié au lycée de Blida. Elle allait sans voile. Nous avions eu la fille Sahraoui aussi qui a eu son bac
elle allait sans voile. Alors, dites-moi, à quel âge avez-vous commencé à vous intéresser au dessin? Écoutez, moi, très tôt, déjà à l'école maternelle, on avait remarqué, on nous donnait à colorier des dessins déjà faits, que je colorais et tout ça. Mais sans plus. C'est lorsque je suis allée à l'école communale que j'ai été remarquée, douée pour le dessin. Alors, il paraît que vous accrochiez vos dessins au-dessus de votre lit, et cela vous causait certains ennuis avec votre maman, parce que vous abîmiez, les murs parce que des champs. À l'époque, ما كانوش يذوقوا على الويل الحيوط كانوا يواسيو الكارت. Des tapisseries. Donc j'abîmais, je mettais avec des punaises et tout ça. J'ai eu des problèmes. Votre papa, par contre, il aimait bien. Il aimait bien les regarder. Alors, à l'école, il vous arrivait de temps en temps comme ça, en plein cours, de vous mettre à dessiner ou... Non, il y avait une rigueur. Vous savez, les classes à l'époque, on respectait les consignes. Quand le professeur donnait, la maîtresse, quand elle donnait son cours, c'était le silence total. Il n'y avait pas de gestes maladroits, de bruit. Il y avait une autorité très spéciale. C'était pas de la méchanceté. C'était une autorité et le respect du maître et de la maîtresse qu'on a perdu. Hélas. Maintenant, les élèves arrivent à négocier avec leurs professeurs. Tout à fait, tout à fait. C'est une rigueur. Oui, non, mais c'est un autre monde. Oui, c'est un autre monde, mais bon, je pense que la rigueur à l'école, elle devrait être de mise. Ça fait des gens moi, c'est mon avis, tolérants et polis. L'hygiène n'était pas mis en relief, puisque tout le monde respectait l'hygiène dans l'école et tout ça. Donc, il n'y avait pas les mêmes problèmes. Parce qu'à partir de la rigueur, on ne heurte personne. Tout à fait. En tout cas, le savoir et le professeur à l'époque, c'était quelque chose de sacré. Hein. Absolument, absolument. Alors, vous aviez aussi une tante qui était couturière? Et qui vous a aussi influencé de par ce qu'elle faisait. Oui, elle était couturière par la force des choses, parce que son père avait un atelier de Karako Ndjboud. Elle découpait et elle simulait la forme du Karako en faisant tchelleg, c'est-à-dire elle surfilait avec du fil blanc, et parce qu'elle ne pouvait pas découper les manches et tout ça. Tout était simulé. Elle envoyait ça à l'atelier. On brodait avec le fil d'or, tout ça. C'était 4 brodeurs assis sur Haserat. Et ils étaient accroupis. Et c'était des œuvres d'art, c'était de l'orfèvrerie. C'était d'une finesse magnifique. C'était des bijoux. Le vêtement fini, c'était comme un bijou. Et c'est ce qui ça vous a un peu influencé. Et elle, après, elle découpait. Et elle les cousait, elle me faisait essayer le Karako. Alors c'était. Ah bah oui. Ah oui, c'était la joie. Pour la non, petite parce fille que qu'on vous m'accordait de l'importance. Bah oui. Voilà, c'est ça. Oui. Et pour la petite fille que vous étiez, ça peut être extraordinaire. Oui. Alors, il y avait un pacte avec votre père. Il vous laissait dessiner pour peu que vous soyez sérieuse dans vos études et que vous réussissiez. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à décrocher votre certificat d'études. Oui, parce que là, comme il sentait que je n'étais pas très portée vers les leçons par cœur et tout ça, il me faisait copier la leçon, d'abord par écrit, 2 ou 3 fois. Et après, il fallait, avant de dormir, lui réciter. Il ne m'aurait pas suivi aussi étroitement, je n'aurais pas eu mon certificat. Mais là, ça lui tenait à cœur. Pour ma sœur, c'était facile, sans Votre problème. sœur était brillante dans les elle a eu sa 6e haut la main, avec des très bonnes notes. Oui, voilà, ce qui était normal à l'époque. C'était normal. Et moi, par la suite, il fallait aussi me voiler. Ça a été un peu compliqué. Justement, donc après le certificat d'études, vous faites quoi? Je suis restée 6 mois à la maison, mais... C'était le max, hein, c'est-à-dire certificat d'études, c'était le max pour une fille. C'était trop. Oui.
Oui, pour certains, c'était trop. Ouais, c'était à l'époque, c'était Arriver trop. déjà au certificat Parce d'études, que, c'était bien quelque sûr, chose. à l'école communale, elle fait 1 an ou 2 ans. Ouais. ويحجبوها يدخلوها. Mes cousines, elles n'ont pas percé comme ça, hein, arrivé Ouais. jusqu'au certificat d'études. Mon père, quand il a eu sa 6e à l'époque, Ouais. c'était comme le bac d'aujourd'hui. Sinon plus même. Sinon C'était plus. trop, Ouais. c'était trop, voilà. Ouais. Surtout en langue française. Tout à Alors fait. là, Tout à fait. oui. Alors après ces 6 mois, vous faites quoi? Eh bien, écoutez, après ces 6 mois, mon père a eu l'idée, il a rencontré notre voisine et elle a demandé des nouvelles, de mes nouvelles, qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. Il est à la maison, il lui a dit, ben, elle est à la maison, elle fait de n'importe quoi, mais il a dit, ça serait bien qu'on l'inscrit à l'école féminin. Ouais. C'est une école de coupe et couture et tout ça. Il a dit, Qui venait alors, d'ouvrir à Blida. elle venait d'ouvrir. Oui. Nous sommes les premières classes. Très bien. Et il m'a inscrit comme ça à l'école de coupe et couture. Alors, vous vous inscrivez mais il y J'allais avait- sans voile. Oui, justement. Alors, il y avait une contrainte. Il fallait y aller, mais avec le voile. Alors que vous ne le portiez pas. Ça s'est plutôt passé comment avec votre Ben, famille? écoutez, quand mon père m'a déposé le haïk sur mon lit, et il avait une voix très spéciale. Quand c'était sûr, c'était comme ça et c'était pas autrement. Oui. C'était une autorité rigide. Tu mettras le voile, point barre. Oui. Donc il m'a mis le voile comme ça, mais j'ai dit, c'est pourquoi ça, c'est pour qui? Il m'a dit, c'est pour toi. Tu vas aller voiler. J'ai dit. Le lendemain matin, je m'en vais sans voile. J'ai trouvé la femme qui devait m'accompagner. J'ai dit, معليش تجبي تروحي أنا نروح وحدي. أنا موالفة Je نروح connais le وحدي. chemin, Oui, ouais. je connais le chemin, tout ça. Elle est partie. Pendant 3 jours. Et ma mère, elle me disait, تبتي روحك. هو باباك شوفي. Oui. أنا كيفاش واش نقول له؟ قلت له ما تقوليلوش. Et il a demandé, il a dit, est-ce que Sourila part voilée à l'école? Il a dit non. Il a dit combien de jours? Il a dit ça fait 3 jours. Il a dit mais la قولي لها العشية تجيني نوري لها كيفاش. Alors lui, il nous enfermait dans son bureau et c'est là qu'il y avait les décisions, les grandes décisions. Il me dit, assis-toi. Alors j'ai dit بصح. Il m'a dit ما كاش بصح. واش قلت لك انت؟ قلت لك هاو الحايك وتروحي. قلت لي Oui. بصح انا حتى كي عاد ما نجي ان شاء الله نرجع نروح بالحايك. قال لي لا. ولا رحتي به هذه المره غدوه بالحايك الله يبارك. Oui. Sinon, pas d'école. Sinon, tu arrêtes l'école. معليش, tu vas rester à la maison, tu vas apprendre à faire la cuisine, tu vas repasser, tu vas faire le ménage. C'est ce que tu veux. Ouais. J'ai dit non. Moi, je veux continuer. Il m'a dit alors tu choisis. Ouais. De C'était toute important. façon, c'est non. Oui, c'était pour lui, il ne vous a pas imposé ça pour vous l'imposer, mais c'était important pour lui parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un signe de différenciation par rapport aux colons. Oui, bien sûr. Ouais. La chose C'est qui pour m'a affirmer fait, votre la identité. chose qui m'a fait décider de porter le voile, c'est lorsqu'il m'a dit ولاد بنات خالاتك كلهم بالحايك وانت تحبي محسوب تتخلطي مع النصارى محسوب ترجعي روميه معاهم والحايك تعرفي ليه راكي تقولي لهم عندي جنسيه وانا نيجيريه. قلت له بون كيفاش؟ قال لي mais bien sûr, tu as une identité, tu es une arabe algérienne. Donc toute la nuit j'ai réfléchi, j'ai dit c'est trop bête, je vais le mettre parce que moi je veux continuer. Et c'est comme ça que j'ai porté le voile. J'ai continué mes 3 années avec le voile. Alors je sais qu'à l'école, il y avait avec vous l'épouse de Abdelrahman Aziz. Alors je vais vous laisser vous reposer un peu et de reprendre votre souffle en écoutant justement pour une chanson. Ben, c'est une icône aussi. Une icône aussi. Il écrivait ses chansons. Bien sûr, un grand monsieur. On va écouter Abdelrahman Aziz pour revenir et continuer notre discussion avec notre cher invité, Souheila Belbahar.